Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo numéro 25 sur les Media Queries qui va clôturer notre formation sur HTML CSS pour voir comment adapter le comportement de nos pages web, donc le design, donc le contenu du fichier CSS en fonction de différents paramètres de l'affichage en fait, donc de notre écran, par exemple sa résolution, si nous voulons gérer des affichages notamment adaptatifs avec des périphériques comme les smartphones et les tablettes en plus des écrans d'ordinateur. Alors vous verrez que ça va être très simple à mettre en place, il n'y aura pas grand chose à apprendre dans cette vidéo et pas grand chose à comprendre, mais c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à produire des designs responsifs par la suite. Alors cette vidéo n'est pas là pour vous apprendre à faire un site complet évidemment avec un design adaptatif, c'est juste pour comprendre l'utilisation des requêtes médias, donc les media queries, et bien évidemment, bon, au moment où j'ai fait cette vidéo ce n'est pas encore le cas, mais je prévois de toute façon un tutoriel où je vous montrerai comment concevoir un design, d'accord, de site web, donc quelque chose d'assez basique, mais en tout cas quelque chose de fonctionnel, avec tout un système responsive, que ce soit pour tous les types de contenus, les images, les paragraphes, etc. Donc on regardera bien évidemment tout ça ensemble, y compris les tableaux d'ailleurs. Alors là, on va passer sur un fichier très simple. Alors au niveau du fichier HTML, vous allez remarquer très vite, donc j'ai fait un petit ensemble, d'accord, assez rapide. Donc on va garder le système des grilles qu'on avait vu précédemment, comme vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, parce que c'était dans la vidéo précédente, ça vous fera quelques petits rappels. Donc le body sera le container, d'accord, de la grille, et chaque partie ici seront des items. Alors d'ailleurs, je vais le rajouter pour les autres. On va le mettre donc pour un header, donc un header où j'ai juste mis un petit titre H1. On a ensuite la partie section, d'accord, qui sera la partie principale de notre site, si on veut faire ça. Donc là, j'ai fait un truc très basique, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça, ce sera la barre latérale, d'accord, le aside, et on aura le pied de page ici. Voilà. Donc chaque élément item, tous à l'intérieur du body qui est le conteneur, d'accord, ici. Au niveau CSS, tout simplement, j'ai toujours la même chose, hein. Ici j'ai un petit peu réduit la couleur blanche, donc la couleur de fond, et ici c'est simplement parce qu'il y a une image qui est affichée pour la voir de manière responsive. Donc si vous voulez, notamment, c'est une première chose que vous pouvez voir sur cette vidéo, afficher une image en responsive, voilà les deux propriétés à appliquer dessus. Pour dire ici que nous spécifions une largeur maximale de 100%, d'accord, donc c'est des propriétés que vous connaissez, hein, tout ça on l'a déjà vu, et que la hauteur s'adapte automatiquement, d'où le mot de la valeur auto, en fonction du coup des autres paramètres, donc en l'occurrence de la largeur. Donc selon la largeur que fera votre image, sans jamais dépasser le maximum qu'elle fait réellement, d'accord, que le fichier de l'image fait, sinon elle serait étirée et du coup elle se pixeliserait, donc ce serait pas très agréable à l'œil, et bien la hauteur s'adaptera automatiquement en fonction. Voilà, donc c'est juste ça, d'accord. Et au niveau rendu donc de base, voilà ce que ça donne, d'accord. Donc là on a un exemple de tout à fait de petit contenu, même si encore une fois c'est très succinct, très rapide et très on va dire très court, de petits sites web en fait sur lesquels on pourrait définir un petit peu les différentes portions. Je vous avais dit que le système de grille était justement conçu et prévu pour gérer le gabarit de notre site web, c'est-à-dire les grosses portions de ce site. Et là, ça tombe bien puisque chacune de ces parties est présente. Nous avons l'entête, un pied de page et les différentes grosses sections, on va dire, de notre site. Donc section et aside en l'occurrence. Donc on va voir, sous un système de grille, déjà comment mettre ça en place. Alors là, ce n'est pas de media queries que nous allons voir, c'est juste pour avoir un rendu un peu mieux que ça, parce que là c'est juste du HTML, donc on va rendre ça un petit peu mieux présentable. Donc on y va. Première chose que nous allons faire, donc le container, je rappelle, donc tout ça ce sont uniquement des rappels, d'accord. Grid template columns. Alors columns, je vais mettre ça comme... Alors pourquoi il m'a pas pris une couleur j'ai oublié un... Voilà. Je me disais pourquoi il ne prend pas les couleurs. Évidemment, tout s'explique ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est auto. Donc une grande ici partie automatique. Et là, on va mettre genre 300 pixels. Quoique, on peut même mettre auto. Combien je peux mettre en minimal? Minimal, bon, on va mettre 300 en fait, c'est ça. On va le garder à 300. Ou alors, on va mettre 150 pixels en taille minimale et en maximum que ça ne dépasse pas les 300 pixels. Voilà, on va faire ça comme ça. Ok, et là ce qu'on va mettre ici, alors on va pas oublier le display, et ici grid template areas, et ça ce sont les différentes parties. Donc on va avoir notre partie de en tête, alors je remets un petit peu ce qu'on avait vu précédemment, d'accord, il n'y a rien de nouveau hein, ici. Donc l'entête occupera toute la partie, ensuite on va avoir principal et la barre latérale qui seront de cette manière, et on aura ensuite le pied de page de cette manière, d'accord.
Au niveau des items, alors on n'a rien d'affiché ici, donc c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est le header, il va porter un nom. Je vais mettre comme ça parce que je crois que de toute façon on ne lui mettra pas d'autres propriétés. Hein. En tout cas, pas comme... Ouais, on va le mettre comme ça. Éviter de tout mettre sur une ligne. Grid area. Donc je vais aller assez vite. Hein. En tête, d'accord. Pour lier, hein, je rappelle l'entête ici, donc le header à ça, d'accord, par rapport à comment on a déterminé ici notre grille. Ensuite, on aura section. J'ai pas utilisé de classe, hein, d'accord, j'utilise directement comme sélecteur la balise en question, parce que je n'ai qu'une seule balise section ici dans mon code HTML, donc pour faire plus simple, au niveau de la vidéo et plus rapide, je fais ça comme ça. Principal, ensuite le aside, alors peut-être, hop. Même chose, grid area, là c'était, alors d'ailleurs c'est ça que je voulais faire. Voilà. Et le footer. Là c'était pour le pied, voilà. Donc avec cette partie là nous avons cette mise en page, d'accord. Si j'actualise, nous obtenons ceci, d'accord. Alors on ne se rend pas forcément compte d'ailleurs, mais on va mieux le faire par la suite. Comment on peut faire ça? Section, on va lui mettre une autre couleur, ouais, ce sera mieux. Qu'on voit un petit peu comment ça se représente, en mettant D, et à side on va le mettre en un peu plus foncé, voilà. J'actualise toujours, et voilà comment ça se représente, ok. Donc là, grosso modo, donc on a tout l'entête ici, on voit bien nos deux parties ici qui se mettent bien côte à côte, d'accord, donc on peut gérer ces parties-là. Alors j'ai pas mis de padding, mais évidemment je pourrais le faire, hein, pour ceux qui veulent vraiment chipoter, mais encore une fois, le but n'est pas de faire un vrai design ici, c'est vraiment juste de montrer le principe des requêtes médias, ce que nous allons voir par la suite. Alors d'ailleurs, là comme je répète l'élément, hop, on va le mettre là. À la fois pour section et aside. Voilà. On optimise un maximum tout ça. Voilà, comme ça, vous voyez, ça évite que ça touche les bords ici au niveau des parties. Et on gère notre contenu sous une forme de grille. Donc si je change la résolution, qui est bon là d'ailleurs très très petite, on voit que ça s'adapte, d'accord. Alors j'arrive à un moment évidemment ici une partie horizontale, puisque encore une fois, je n'ai pas rendu tout le site responsive, pardon. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo là. Mais on voit sinon que tout s'adapte et mon image, telle que je l'ai fait ici avec les propriétés que nous avons là, d'accord, s'adapte aussi, d'accord, en fonction, jusqu'à atteindre sa taille de 100%, et sans jamais bien sûr la dépasser. Voilà. On voit qu'après, à un bon moment, elle ne continue pas de grandir, parce que sinon on aurait quelque chose qui se pixelise. Voilà pour cette partie-là. Donc on a quelque chose qui ressemble un peu plus à un site web, hein. Une base en tout cas, ici. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est là que ça va être intéressant, c'est d'utiliser des requêtes médias qui vont permettre de changer certaines propriétés CSS en fonction des paramètres que nous avons. Il y a un des paramètres qui va être très intéressant à utiliser, c'est la largeur de l'écran, c'est-à-dire sa résolution, d'accord. Alors la hauteur on s'en fiche, puisqu'on peut naviguer sur un site, peu importe la hauteur, même sur un smartphone ou une tablette, mais c'est au niveau de la largeur que ça va être un peu différent. Alors première chose que nous allons faire, alors ça ne fait pas partie des standards du W3C, mais je vous le donne comme petite astuce en parenthèse sur cette vidéo, ça a été intégré via Safari Mobile, hein, donc le navigateur d'Apple, qui a mis ça donc pour la version mobile, pour permettre en fait d'avoir certains réglages au niveau des navigateurs mobiles, donc surtout pour les périphériques tactiles. On ajoute simplement donc une balise méta, on lui donne le nom de viewport, qui représente en fait l'écran de ces différents périphériques, et en content on va mettre différentes valeurs. Donc la première, ça va être la largeur, en fait, pour dire en fait d'utiliser vraiment les valeurs en pixels dites CSS. Pourquoi? Parce que vous savez sûrement que sur les écrans d'appareils, par exemple les écrans Retina ou autres, en fait un pixel peut en fait être composé de plusieurs sous-pixels. Donc nous, comme on veut travailler avec des valeurs en pixels CSS, d'accord, on veut utiliser le CSS comme unité, on va mettre tout simplement ceci comme valeur, device width, pour vraiment prendre ceci, donc les pixels CSS. Et ensuite on met une petite virgule, une valeur, donc enfin une propriété initial scale à 1, donc on peut mettre 1.0, mais on peut mettre 1 tout court, qui va tout simplement dire que l'échelle de l'écran est à 1, c'est-à-dire qu'elle est en taille normale, donc ce qui concerne notamment le zoom, d'accord. Il n'y a pas de dézoom ou de zoom de fait, on le met à 1. Comme ça, on aura quelque chose de propre. Alors ça, je vous le donne puisque c'est maintenant bien pris en compte par l'ensemble des navigateurs web, mais ça n'est pas encore une fois intégré dans le standard du W3C. Ça le sera peut-être dans quelques mois, voilà, un an ou deux, on ne sait pas, parce qu'évidemment, il faut que ce soit proposé jusqu'à être ensuite intégré au niveau du standard pour le W3C, donc les standards du web. Mais comme c'est quand même amené à l'être,
je vous le donne puisque c'est de toute façon pris en charge par les navigateurs que vous utilisez. Donc vous pouvez l'utiliser, et si jamais de toute façon ce n'est pas pris en charge, bah, cette ligne sera tout simplement ignorée, elle servira à rien, et ça ne coûtera rien, voilà, ça ne posera aucun problème au niveau de votre page web. Donc vous pouvez le mettre dès le moment où vous allez utiliser des media queries, donc notamment travailler sur des designs responsive. Ça va être un petit plus au niveau de vos pages web. On retourne maintenant ici et nous allons voir comment, c'est enfin le sujet de cette vidéo, donc là tout ce que nous avons vu jusqu'à présent c'était juste des choses que vous savez faire, normalement vous devriez être capable à ce stade de la formation, c'est-à-dire à la fin, d'être capable de faire tout ce que j'ai montré ici. Si ce n'est pas le cas, c'est le temps de revenir sur des anciennes vidéos, si tout ce que je vous ai montré là n'est pas encore clair pour vous, mais normalement tout ça vous avez largement les capacités, les compétences pour le faire. J'ai rien montré de nouveau, à part ça évidemment, mais sinon tout le reste c'est que des choses que nous avons vues et que vous êtes capable de faire. À partir de là, nous allons commencer à travailler avec nos requêtes médias. Alors les requêtes médias, on pourrait, pas de base, d'accord, comme ça se faisait à la base, dire de charger certains fichiers CSS en fonction de certaines conditions. Pour ceux qui font de la programmation, vous savez ce qu'est une condition, et bien là on retrouverait un petit peu le même système. On dirait par exemple, donc nous avons un fichier, je vais y arriver, si j'invente les mots, voilà comme ceci, donc on aura le href par exemple, je sais pas moi, small.css, qui sera un fichier CSS par exemple pour tout ce qui est toute petite résolution. Et comment ça se chargerait ce fichier? Et bien selon cette condition là. Média, qui dirait tout un tas de choses, d'accord? À l'intérieur, ici on mettra plusieurs conditions. Par exemple, que nous soyons sur, il faut que nous soyons sur un écran, donc ordinateur, tablette, smartphone, et que par exemple la largeur de l'écran soit égale ou inférieure à, mettons, 600 pixels de largeur. On pourrait dire, si on est à 600 pixels de largeur ou moins, c'est qu'a priori on est sur un petit écran, donc probablement un smartphone, donc on va charger un fichier CSS dans lequel nous avons défini des propriétés seulement pour les petits écrans. Cela permettra du coup de charger des fichiers CSS, donc des propriétés, en fonction de différentes conditions, d'accord? Alors ça c'est bien mais c'est pas bien, en fait pour une simple et bonne raison que chaque fichier CSS chargé effectue une requête HTTP et risque du coup de surcharger, donc en termes de performance, en termes de ressources, justement le protocole, enfin pas le protocole mais disons le nombre de requêtes. Plus vous allez charger de requêtes HTTP, plus vous allez perdre en performance et moins c'est bien, d'accord? Le but est d'essayer d'avoir un minimum de requêtes pour optimiser les chargements de vos pages et optimiser les performances. Donc en général sur un gros site, on se contente de, alors dans l'idéal évidemment un seul fichier CSS ce serait l'idéal, mais si vous en avez 2 ou 3, parce que des fois on intègre d'autres fichiers CSS issus de bibliothèques ou de frameworks, de trucs comme ça, voilà, on essaie quand même rarement de dépasser ces fichiers CSS et aussi d'avoir des fichiers qui sont les plus petits possibles, c'est-à-dire les plus légers possibles en taille. Donc ça c'est pas forcément la bonne méthode, mais je vous le montre, voilà que ça existe. Si un jour vous téléchargez un site, un design, je ne sais quoi qui est déjà fait, et vous tombez sur ce genre de ligne, vous saurez à quoi ça correspond, vous saurez qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi il y a ce genre de ligne là. Voilà que ça c'est pas sorti de nulle part. Nous allons voir la méthode directement dans un seul fichier CSS, d'accord, donc le moins possible, en intégrant directement nos requêtes médias ici. Alors la requête média, on va l'indiquer très facilement avec un arrobase et le mot média. Ça c'est la première chose à faire. Comme là nous n'en avons qu'une seule, on va faire quelque chose de très simple, c'est ouvrir simplement des parenthèses, et ici faire vérifier une condition, donc via une expression. Il existe pas mal de choses que nous pouvons vérifier, mais il y a pas mal de paramètres qui ne sont soit plus valides, donc qui sont devenus obsolètes parce que les API ne sont plus en fait utilisables, ne sont plus correctes aujourd'hui, et on a également des valeurs qui ne sont pas prises en charge par l'ensemble des navigateurs, voire même presque pas pour certaines. Donc moi je vais vous montrer vraiment les plus utilisées, celles de toute façon dont vous allez vous servir. Et nous ce qui nous intéresse c'est notamment la largeur de l'écran. Donc il y en a une première qui pour déterminer la largeur exacte de l'écran qui est width, mais vous le savez, ça vous savez déjà le faire en CSS, c'est exactement la même chose. Si vous voulez une largeur minimale, ce sera min width, comme on a vu en CSS également, et si vous voulez une largeur maximale, ce sera max width. Cette propriété donc à vérifier pourra prendre une valeur avec n'importe quelle unité, en pixels, en EM, en pourcent, ce que vous voulez, d'accord? Donc nous ce qu'on peut faire c'est de dire par exemple, je vais gérer certaines choses si mon écran fait admettons 600 pixels ou moins. Comment je fais ça? Eh bien je dis ça. Max width 600 px. Et j'ouvre des accolades aussi. Tout ce que je vais mettre ici à l'intérieur de cette requête média sera chargé, sera pris en compte par le fichier seulement si la largeur de mon écran ne dépasse pas les 600 pixels, d'accord? C'est-à-dire qu'il va jusqu'à 600 pixels, le fait de mettre max width. Si je veux tout ce qui fait 600 pixels et plus, il faudra tout simplement remplacer max par min, si vous avez bien compris. Et si je veux quand c'est exactement égal à 600 pixels, je fais ça, d'accord? Donc nous on va mettre ça,
Et on va changer un comportement par défaut. Ça, c'est le comportement par défaut que nous avons pour notre site, d'accord? C'est quoi qu'il arrive, nous avons ça. Et nous voulons dire, eh bien dans le cas où nous avons une largeur inférieure ou égale à 600 pixels, on veut changer certaines choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien admettons, là où vous voyez ici le fond de la page est de cette couleur-là, bon, on pourrait très bien la changer. Alors je vais reprendre cette partie-là. Vous voyez, je mets ici les sélecteurs et les autres propriétés, donc je peux très bien les réutiliser. Je pourrais tout reprendre si je veux, si je voulais tout modifier. Et ici, je vais dire, bah en fait, ce sera pas de cette couleur-là, ça va être par exemple en un petit peu plus, on va mettre comme ça, un petit peu moins blanc, donc un peu plus foncé. Et on va tester ça. Donc on y va. Alors déjà on va faire ça, on va actualiser, voilà. Donc là, on n'observe aucun changement, d'accord, normal. Et dès que je vais réduire, dès que je vais arriver à 600 pixels, regardez la couleur de fond, elle va changer. Voilà. Donc évidemment, elle repasse au clair. Parce que si je suis là, je ne rentre plus dans cette condition. C'est comme en programmation. Je ne rentre plus dans la condition où l'écran, donc la largeur, fait 600 pixels ou moins. Donc cette partie-là sera ignorée. Donc ce qui s'applique, c'est le background color ici. Et dès lors que j'arrive à 600 pixels ou moins, par rapport à la requête média que j'ai définie, on change la couleur de fond. On pourra faire ça sur tout un tas de choses. On peut vraiment après changer n'importe quoi. Changer des couleurs, changer n'importe quoi. Donc on va mettre ça comme ça, j'actualise. Et là, si je passe à cette valeur mini, hop, on change toutes les couleurs. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle du design enfin, même si là c'est pas, on n'a pas tout montré comme ça, mais en fait ces requêtes médias permettent de gérer des comportements adaptatifs, d'accord, de nos fichiers CSS, donc de nos propriétés CSS. Et là ça a vraiment complètement son intérêt par la suite. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, évidemment, on va pas forcément s'amuser à tout reprendre, mais ce qui peut être intéressant, et là c'est ce qui nous intéresse nous, c'est par exemple, donc c'est un départ, on va dire c'est un début de réponse au design responsive, au design adaptatif pour les smartphones, tout ça, parce que c'est l'intérêt quand même des media queries, c'est ça. Donc même si je vous fais pas une vidéo que sur ça, je vous montre un point de départ. Comment je peux faire, et ça vous l'avez peut-être vu sur les sites justement qui sont optimisés pour mobile, pour me dire, bah, quand j'arrive à une résolution trop petite, parce que regardez là, si je rétrécis, c'est vraiment, ça devient vraiment pas lisible du tout. Là on a un truc tout petit, et là on a une colonne qui est vraiment toute petite. Et du coup, c'est pas franchement très lisible. Imaginez quelqu'un là qui est sur un smartphone, qui a cette résolution là, ou une tablette vraiment, ou une petite tablette, c'est franchement pas agréable à lire, d'accord? Ce qu'on aimerait peut-être, bah, c'est de dire la colonne ici, qui est notre barre latérale, pourquoi pas la passer en dessous, d'accord? De notre partie principale de notre site, parce que c'est pas forcément très important. Donc à la rigueur, on peut le mettre en dessous, c'est moins important que la partie qui est à gauche. Comment faire ça? Eh bien logiquement, si vous avez bien compris tout ce que je vous ai montré, et notamment ce que vous avez vu sur les grilles, vous pouvez le faire facilement. Comment que ça se fait? Alors vous voyez qu'ici on a défini des choses pour le conteneur, donc on le fait ici. Si c'est à 600 pixels ou moins, donc pour moi si j'estime que c'est voilà petit comme ça et que ça du coup rend moins lisible les choses, on va définir autre chose. Donc au lieu d'avoir tout ça comme ça, donc ça on va laisser display grid, parce qu'on va pas le changer, hein, on va changer ça en fait. La manière dont sont réparties les colonnes et comment sont réparties les différentes aires. Les colonnes, moi je veux qu'il n'y en ait qu'une seule. Regardez bien, j'ai dit que celle-là, faut qu'elle passe en dessous. Donc je veux qu'une seule colonne au site. Et c'est ce qu'on fera habituellement hein, sur les smartphones. Vous verrez que tous les sites, une fois qu'ils sont en design smartphone, donc, ou tablette, petite tablette, tout est sur une seule colonne. L'ensemble du site est tout sur une seule colonne. Donc pour faire ça, on a juste à faire ça. On l'a déjà vu précédemment. Un fr, voilà. Pour dire que ça occupe tout l'espace disponible pour la colonne, une seule colonne. Et ici, vous répartissez les parties de votre site de la manière que vous voulez. Donc ici, on n'a plus deux fois l'entête qu'on n'a pas de colonne, mais on fait ça. Voilà, on vire ça. J'ai dit que le aside devait arriver juste en dessous, donc je vais le mettre ici. Et vous voyez, tout est sur une colonne. On arrive bien, encore une fois, ça je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est que visuellement on arrive bien à se représenter comment est conçue la grille de notre site, quand on en a évidemment pas trop. Si on a une cellule, si on a 25 colonnes et 48 lignes, là ça deviendrait un petit peu du n'importe quoi. Mais là, comme on a quand même très peu de choses dans la majorité des cas, c'est très lisible. Et là, on y va, donc on va mettre comme ça, on actualise. Tant que je suis sur une résolution au-dessus de 600 pixels, donc des grands écrans, des grandes résolutions, aucun problème, on a la place pour avoir deux colonnes, donc c'est plus agréable d'avoir deux colonnes d'ailleurs, hein, on a un meilleur design. Par contre, plus on se rapproche d'une résolution petite et du coup qui devient inconfortable pour la lecture, automatiquement, hop, vous voyez, donc 600 pixels ça fait quand même déjà assez large, donc c'est-à-dire dès qu'on arrive là, hop, avant que ça devienne vraiment trop écrasé et du coup trop désagréable à la lecture, on a passé cette partie de notre site en dessous. Voilà. Et là évidemment on garde, vous voyez, cette largeur qui est quand même beaucoup plus agréable pour les deux. Et si je réduis même au minimum, donc là bon après ça dépend de mon navigateur, mais sur un smartphone on va pas non plus être comme ça, on va être genre plutôt comme ça, vous voyez que alors, hop, ça reste quand même beaucoup plus lisible.
D'accord? Tout reste parfaitement lisible, il y a un meilleur confort pour tout. Alors encore une fois, je suis pas là pour vous montrer comment on fait un site responsive. Il faudrait modifier beaucoup de choses, par exemple l'affichage, donc la taille des polices, comment on gère les marges, comment on gère tout ça, les alignements, tout ça. Mais c'est encore une fois pas le but de cette vidéo. Là, c'était vraiment de vous montrer l'intérêt et la puissance, d'accord, l'utilité de ces requêtes médias et ce qu'elles vous permettent de faire. C'est que vous allez pouvoir vraiment changer complètement le comportement de vos sites en fonction des résolutions. Alors du coup, on va aussi voir d'autres petits éléments avant de s'arrêter là, parce que là j'avais qu'une seule requête média, mais en fait cette requête média peut prendre aussi un type d'appareil, un type de périphérique. Ces types d'appareils, il y en a 3 à connaître. Alors, vous en avez 3, mais dont un principal, donc vous avez le All, qui prend tout en compte. D'accord? All, alors je vais enlever tout ça pour le moment. All, c'est vraiment tous les types d'appareils, ok? Donc ça, c'est à connaître, si vous voulez prendre des notes, c'est maintenant. Donc All, c'est vraiment tous les types de périphériques, tous les types d'appareils pour afficher. Ensuite, vous avez le screen. Screen, c'est tout simplement les écrans, ordinateur, smartphone, tablette, etc. Ensuite, vous avez speech, si vous utilisez un outil de synthèse vocale. Et vous avez enfin print. Quand par exemple vous voulez imprimer une page, vous faites un aperçu avant impression, si vous connaissez ce type de commande, et bien quand vous avez l'aperçu avant impression, ça satisfera, donc ça validera en fait cette condition ici. Pour dire le média est bien en mode print, donc est bien par exemple en aperçu avant impression. Donc voilà. Il y a screen, print, speech, d'accord? Et si vous voulez tout à la fois, vous mettez all. Alors il n'y a pas d'autres, hein. Il y en avait d'autres à l'époque, hein, notamment pour par exemple les télés, etc. Mais ça a été rendu obsolète, hein, parce que ça ne servait à rien, donc ils ont supprimé tout ça, ils ont tout rassemblé maintenant ensemble. Donc ce sont vraiment les 3 valeurs possibles et les 3 valeurs utilisables, avec le all évidemment si vous voulez prendre tout en compte, par rapport ici au type de périphérique. Alors si vous n'avez qu'une seule requête média, vous ne mettez rien, d'accord? Vous mettez juste ça, et directement vous passez à votre condition. Mais si plus tard on veut rajouter plusieurs vérifications, là on peut s'amuser par exemple à faire ça. On va mettre genre ça, screen. Et comme je vérifie notre condition, je vais mettre l'opérateur end. On a également l'opérateur not, pour dire que ce n'est pas, et on a l'opérateur only, pour dire quand c'est seulement quelque chose. Donc only, quelque chose entre parenthèses. D'accord? On peut mettre not, on peut mettre end, etc. D'accord? Donc nous ce qu'on peut faire c'est ça. Comme ceci. Et puis là on mettrait tout simplement ce qu'on a fait tout à l'heure. Ceci. Et je peux très bien en faire un autre pour dire end. D'accord? Alors moi je suis pas obligé, hein. Encore une fois le screen ici, si je veux tout prendre ou pas, je peux très bien faire comme ça, d'accord? Il n'y a absolument aucun problème aussi. Et mettre par exemple à la suite, alors je vais remettre comme ça, de dire, quand j'arrive par contre à une résolution de 1200 pixels, donc qui est vraiment très grande, là pour le coup, là on est sur du grand écran, de l'écran PC haute résolution, et bien on afficherait d'autres choses, par exemple des trucs des éléments un peu plus riches, qui sont un peu plus, voilà, qui ont besoin d'être chargés sur des grands écrans, mais qu'on éviterait de charger sur des petits écrans pour ne pas alourdir la page, d'accord? Ou alors des choses qui seraient inutiles sur un affichage de smartphone, tablette, mais qu'on veut par contre afficher sur des grandes résolutions. C'est-à-dire des résolutions qui vont, alors c'est pas d'ailleurs ceci, je me suis trompé dans le nom, c'est ça en fait, 1000, voilà. Dès qu'on a un écran qui atteint 1200 pixels ou qui fait plus que 1200 pixels, d'accord? Donc on fait ça. Comme ça on peut gérer d'autres choses, donc ça peut être éventuellement utile. Voilà, écoutez c'est ça comme ça, donc nous on va rester sur une seule requête, hein, on va pas compliquer par rapport à ce que je vous montre dans la vidéo. Donc on restera sur quelque chose de simple. Donc vous avez vu le all, print, screen et speech, vous avez vu les petits opérateurs not, end, only, donc des trucs très simples, et vous allez pouvoir gérer ça de cette manière. Alors maintenant on va terminer cette vidéo, parce que j'avais dit qu'il n'y avait pas grand chose quand même à voir, hein, ça va quand même assez vite, mais il y a des petites choses intéressantes et qui sont vraiment importantes que je vais vous donner, des petits conseils pour la manière de concevoir ensuite vos interfaces, notamment au niveau de ce qu'on appelle les points de rupture. C'est-à-dire que vous allez voir souvent quand vous allez manipuler des frameworks ou autres, que certains définissent ce qu'on appelle des points de rupture, c'est-à-dire à quel moment on doit gérer différentes tailles d'écran. Et on a des choses par exemple qui reviennent, alors d'ailleurs j'ai mis un point virgule là, ce qu'il faut pas mettre de point virgule. Par exemple vous allez avoir je sais pas moi, média, donc on va avoir quelque chose comme ça par exemple. Media screen, end, ça va être, alors, min width, d'accord, genre 600 pixels. C'est-à-dire qu'il fait, je sais pas pourquoi je vais mettre toujours le point virgule, hein, décidément, question d'habitude. Et ici on va avoir un certain nombre de choses, d'accord, qui vont être gérées. Ensuite, si on a, je sais pas moi, on arrive à 768 pixels, donc c'est pas des valeurs que je prends au pif, hein. C'est des valeurs qu'on retrouve dans beaucoup de frameworks, dans beaucoup d'outils justement, qui font ce qu'on appelle des points de rupture, et vous allez comprendre pourquoi. On a ensuite min width, je sais pas moi, 900, je crois que c'est 900, on a 992,
De mémoire, je crois que c'est ça. Il peut y avoir des petites différences selon les cas, mais voilà, on a des valeurs comme ça qui reviennent quand même assez souvent. Après on peut avoir 1024 ou 1200, 1280, etc. Bref, bon je vous les passe, hein, je vais pas tous vous les faire, mais etc. Ça détermine en fait, c'est-à-dire comme il existe tout un tas de résolutions, d'accord, d'écran, que ce soit pour les PC, hein, les vieux PC, les PC de maintenant, ceux qui peuvent avoir des écrans de 27 pouces, donc des écrans quand même beaucoup très très grands, et des écrans vachement allongés, d'autres qui peuvent avoir des écrans beaucoup plus anciens, ensuite les écrans de tablette, ou les écrans de smartphone, les écrans de phablette aussi, donc ce qui est entre les deux, où vous avez du coup des résolutions complètement dingues, c'est-à-dire qu'il y a des smartphones qui ont des largeurs de 320 pixels, voire même moins, et puis vous en avez qui arrivent jusqu'à presque 600. Donc vous voyez, ça va vraiment de loin à loin. Et on peut évidemment pas faire des requêtes médias pour tous les types de résolutions qui existent en smartphone, en tablette, en PC. Ce serait impossible, enfin, c'est pas que c'est impossible, mais il faudrait du coup créer autant de requêtes médias là qu'il y a de résolutions existantes d'écran. Donc vous en aurez des centaines, et ça vous ferait un fichier CSS juste monstrueux, donc ce serait ingérable. Donc quand on fait du web design, d'accord, quand on conçoit comme ça nos sites, et qu'on évite de mettre des crochets, parce que j'aime bien mettre des crochets dans le CSS, hein, c'est dingue. Et donc du coup, quand on veut gérer un site vraiment complètement responsive, c'est-à-dire qu'il va bien s'afficher sur un grand écran de PC, un écran de PC standard, une tablette, donc elle soit en mode paysage ou portrait, parce que du coup si elle est en mode paysage c'est un peu plus large qu'un mode portrait, et un smartphone mode paysage et mode portrait, on va gérer ce qu'on appelle, comme je disais, des points de rupture. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, un smartphone pour nous c'est jusqu'à 600 pixels, que ce soit portrait, paysage. Une fois qu'on arrive à 600 pixels, on arrive sur de la tablette en mode portrait par exemple. Et une fois qu'on arrive à 768, on arrive sur de la tablette en mode paysage. Une fois qu'on arrive à 992, on arrive sur un petit PC, par exemple, d'accord, sur un petit écran de PC. Et quand on arrive à 1024, on arrive sur du grand écran de PC, etc. Donc on a des valeurs comme ça, small, medium, large, XL, etc. Donc on peut gérer différents points de rupture. Alors ça, je le vois assez souvent, mais pour moi, personnellement, c'est pas une méthode que je vais forcément vous recommander. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Le problème, c'est que déjà, vous pouvez mettre ces valeurs-là, d'accord, ce ne sera pas faux, c'est-à-dire que si vous faites ça, par exemple, pour gérer vos différentes résolutions, ce sera tout à fait juste. Par contre, si moi je veux faire ça, c'est-à-dire que je dis 400 pixels, et puis ici je mets, je sais pas moi, 600, et là je mets 800, que là je mets 1000, ou 1200, allez vas-y on prend une grande résolution, ce ne sera pas faux non plus. D'accord? Parce qu'il y a des écrans qui vont faire entre de 0 à 400 pixels, il y a des écrans qui feront entre 400 et 600, d'autres entre 600 et 800, d'autres entre 800 et 1200, et d'autres au-delà de 1200. Donc on va forcément avoir des écrans qui rentreront dans ces requêtes médias, donc ça se validera. Et on verra à ce moment-là comment que ça se passe au niveau de notre site web. Pourquoi cette méthode n'est pas forcément la plus optimale, même si on la voit dans beaucoup de frameworks, même des frameworks comme Bootstrap par exemple qui utilisent cette méthode, tout simplement parce qu'elle se base, mais c'est un petit peu normal, quand on fait un framework, on produit un outil qui doit être le plus générique possible, donc on est un peu obligé de faire ça, hein, pour pas vous le cacher, on est un petit peu obligé de travailler sur ce genre de méthode. On va tout simplement définir des points de rupture pour dire, eh bien, ça occupe à peu près toutes les résolutions qu'on peut imaginer. C'est-à-dire on essaie de trouver des moyennes en fait de changement de résolution. Mais le mieux, quand vous allez vraiment travailler sur un site précis, ça va être de toujours adapter ces points de rupture, d'accord, les valeurs que vous mettrez ici, en fonction du site sur lequel vous travaillez, d'accord, en fonction du projet. C'est-à-dire que vous allez créer votre site au départ de manière normale, d'accord, vous allez faire en fait un site normal qui n'est pas responsive, et après, le meilleur moyen de faire les vérifications, une fois que votre site est responsive, est développé, c'est tout simplement de gérer en fait l'espacement. Vous avez ici donc votre écran de PC, vous avez l'affichage de votre site. Vous vérifiez comment se passe l'affichage, est-ce que c'est pas trop large, est-ce qu'on a le confort de lecture est correct, est-ce que c'est pas trop illisible, est-ce que c'est pas écrit en trop petit, est-ce que les lignes ne sont pas trop longues, d'accord, en largeur, et qui du coup rendent la lecture très fatigante. Et après vous allez jouer vous-même sur le changement de résolution, ce que vous pouvez le faire notamment sur un PC, en changeant la résolution de votre navigateur web, d'accord, la fenêtre de votre navigateur. Et vous voyez, d'accord, en fonction de comment vous le réduisez, d'accord, donc là bon moi j'ai déjà un truc qui est en responsive là, donc ça compte pas, mais donc je vais virer d'ailleurs ce que j'avais mis là, enfin je vais pas le virer, je vais juste le mettre en commentaire, voilà, et vous cherchez les points où votre design en fait devient désagréable, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure vous réduisez, c'est-à-dire que là je fais ça, pour moi là ça reste correct, donc je vois pas l'intérêt de mettre un point de rupture ici, d'accord, et au moment où je me dis là ce serait peut-être bien d'en avoir un, et bien je cherche, donc là pour moi ça va, et là tout de suite, vous voyez, quand la partie là commence à être vraiment trop petite par rapport à celle-là, et bien je me dis c'est un peu embêtant. Alors là je peux à peu près, alors c'est à peu près, hein, on va pas calculer, on va pas prendre une règle ou mesurer exactement, vous estimez à peu près donc la largeur qu'il y a ici, vous pouvez faire via un logiciel ou n'importe quoi, vous dites bon ça fait à peu près telle largeur, et vous mettez un premier point de rupture pour ça, voilà.
pour dire bah, une fois qu'on arrive par exemple sur un écran, donc je sais pas moi, on a ça, on fait média, alors, je vais virer du coup hein, ce truc là, hop, donc là on pourrait mesurer hein, pour voir à peu près combien que ça fait, d'accord, et puis de se dire bon bah tiens mettons que là on a vu par exemple ça faisait 800 pixels, hein, je dis une bêtise mais ça se fait sûrement pas ça, mais au pif, je me dis bon bah ça fait 800 pixels de largeur, il faudrait que là je change, j'ai un point de rupture, et bien vous le faites à ce moment là, vous dites bah voilà média et max width 800 pixels, et je fais ça. Du coup ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que dès que j'arrive à 800 pixels ou moins, je vais changer le comportement de ce qu'il y a. Donc c'est-à-dire, bah, je vais faire ce qu'on a fait tout à l'heure, d'ailleurs je vais le récupérer ici, hein. On va remettre voilà ça, parce que c'était en fait la même chose. On va juste bon changer voilà ça. On était parti sur 800 hein, pour l'exemple comme ça, mais pris au pif. Et du coup on va voir, est-ce que c'était ça? Bah regardez, en fait ça était bon, je devais pas être très loin. Ouais voilà, il manquait quand même 25-30 pixels, hein, mais bon. Voilà, peu importe. Donc au moment où je me rends compte que moi, vous voyez visuellement, quand j'ai testé mon site, que je trouvais que ça devenait pas bien au niveau de la largeur, au niveau du confort du site, au niveau de la navigation, parce que c'est ça hein, le plus important, c'est de voir comment est le confort au niveau de la navigation du site, j'ai décidé de mettre un point de rupture à cet endroit-là. Donc là je me suis dit à 800 pixels, ce serait peut-être bien d'en avoir qu'une seule colonne, parce qu'après ça devient trop compact, trop contracté. Donc j'ai créé moi-même volontairement mon point de rupture ici, à 800 pixels. Et tout ce qui est en dessous de 100 pixels passe en une colonne. Voilà. Et du coup là c'est plus agréable. Donc vous voyez c'est un choix qui vous appartient en tant que développeur, d'accord? Et ça n'aurait pas forcément être des valeurs toujours les mêmes qui soient prises. Parce que selon le site, par exemple ici, bah, pour un blog ça s'y prête bien. Par contre il y a peut-être des sites genre une galerie d'images, on n'a peut-être pas forcément besoin de tout réduire au bout de 800 pixels, d'accord? Ou de changer les choses à 800 pixels. On peut très bien le réduire avant, après, etc. Donc ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est d'adapter vos point de rupture, d'accord, avec les requêtes médias en fonction du site. C'est-à-dire que ça va se traiter au cas par cas. Chaque site devra en fait, dans l'idéal bien sûr, avoir ses propres points de rupture pour que ça colle vraiment parfaitement à ce site. Bien évidemment, si vous utilisez un framework qui est un outil qui va s'utiliser de manière générique, bah vous aurez des points de rupture à peu près déterminés. C'est-à-dire que dans 95% des cas, voire moins, ça va à peu près passer, mais vous verrez que pour certains petits détails de votre site, bah, il y a des fois où ce sera pas top. Vous n'aurez pas forcément des affichages très agréables, mais bon, comme on est obligé de produire quelque chose de générique quand on fait un framework, eh bien on essaie de faire quelque chose qui fonctionne un petit peu avec tout. Alors un framework, pour ceux qui se posent la question, hein, c'est simplement un ensemble d'outils. C'est-à-dire qu'on crée en fait un gros fichier CSS où on détermine plusieurs classes comme déjà faites, par exemple comme container, etc. Et après la personne qui utilise le framework bah, l'inclut ici, charge le fichier CSS du framework et n'a plus qu'à utiliser les classes que vous avez créées, et ce qui permet comme ça de rendre bah, la conception de design beaucoup plus rapide. Donc ça, comme on fait souvent un framework pour que ce soit utilisable par plein de personnes, donc pour des centaines, des milliers de sites web, il faut évidemment faire le choix de certains points de rupture pour que ça colle avec un maximum de sites web. Le truc, c'est comprenez qu'avec des points de rupture qui ont été définis pour quelque chose de générique ou de général, ne correspondra pas à 100% des sites web. Donc n'hésitez pas, vous, quand vous allez travailler avec les requêtes médias, à vraiment choisir les points de rupture en fonction du site sur lequel vous êtes en train de travailler. Regardez visuellement, testez sur votre écran, et voyez est-ce que vous, par exemple, au bout d'un moment, voilà, est-ce que vous, c'est confortable, est-ce que ça vous paraît correct à la navigation, à la lecture, au niveau accessibilité, visibilité, d'avoir un site qui s'affiche de telle manière. Et si à un moment donné vous voyez que ça va pas, d'accord, qu'il y a un petit point où ça, pour vous ça ne va plus en fait, d'accord, c'est plus agréable, eh bien c'est certainement une largeur où il est temps de mettre un point de rupture pour changer certains agencements, pour mettre des blocs les uns en dessous des autres, pour en mettre côte à côte, etc. On peut faire ça avec des images, on peut faire ça avec des blocs de contenu, on peut faire ça pour des formulaires, pour des tableaux, on peut tout gérer, absolument tout gérer. Donc n'hésitez pas vraiment à réfléchir de cette manière, parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on vous dira souvent, ou si vous consultez des tutos justement sur le web design, mais c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est d'adapter ces points de rupture et d'adapter vos différentes résolutions en fonction du site en particulier. Sauf si évidemment vous utilisez encore une fois un framework qui sera assez générique. Mais dans l'idéal, n'hésitez pas à tester, vérifier vous-même et visuellement de définir vos points de rupture. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus agréable et dites-vous bah, que l'utilisateur derrière qui utilisera votre site, qui naviguera dessus, trouvera évidemment aussi un meilleur confort à naviguer sur le site. Et c'est quand même quelque chose qu'on recherche et qui est très très important. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, j'ai fait le tour vraiment de tout ce qui était intéressant à savoir ici. Alors pour ceux je vous dis qui veulent avoir grosso modo un ordre d'idée, je peux vous les donner pour référence, hein. On peut terminer par ça si vous voulez. Mais grosso modo, hein, tel que ça se décide à peu près partout, alors je vous dis c'est pas forcément les valeurs, c'est pas encore une fois des valeurs absolues, mais bon, c'est grosso modo tel qu'on les définit. On définit à peu près qu'un smartphone, d'accord, va jusqu'à 568 pixels, d'accord. Donc tout ce qui est en fait
alors je vais pas mettre forcément comme ça, mais en fait voilà, on a tout ce qui est en dessous de 560 pixels, d'accord, est un smartphone. Une fois qu'on arrive à cette taille là, on a des choses au-dessus, d'accord. Après on a en général un point de rupture qui se fait à 768. Après, je dis pas de bêtises, c'est ça, mais bon, même si c'est pas exactement ça, de toute façon peu importe, je pourrais prendre limite n'importe quoi, ça passerait. Mais grosso modo, on définit ça de cette manière. 1024 et 1200 pour les écrans, 1200 même des fois 80, enfin oui, des fois c'est l'un ou l'autre, des fois c'est 1280, 1200, peu importe. Mais vous allez souvent retrouver ces valeurs-là, par exemple pour les points de rupture au niveau des media queries, parce que ça permet de toucher un maximum de résolution sans trop faire de dégâts, on va dire, en fonction des résolutions et des sites web sur lesquels vous allez travailler, d'accord. Là on est sur du format XL, d'accord, en général ça c'est XL, là on est sur du format large, souvent des codes utilisés pour ça. Là on est sur un format moyen, un médium. Là on est sur un format small en fait, tout simplement. Et puis tout ce qui est en dessous de ça après, on est sur du format XS, donc extra small, donc c'est vraiment le tout petit quoi. Voilà, grosso modo c'est ça. Donc souvent on retrouve ces codes là, ça je vous les donne parce que dans beaucoup de frameworks CSS, vous allez souvent trouver les gens qui ont conçu ces frameworks qui utilisent ces noms en fait, ces noms par rapport souvent ces points de rupture là. Alors des fois ça peut être différent, des fois ici ça peut être encore une fois, je vous l'ai dit, 600, ici quelqu'un peut très bien mettre 800, on peut très bien voir ça comme ça, là on peut voir 1000, d'ailleurs oui, au final celui que j'ai mis là il était un peu pas forcément utile. Et puis des fois on va voir 1200 et puis même plus grand, des fois on a des gens qui peuvent mettre 1440. C'est vraiment en fait au choix de l'utilisateur. Encore une fois, il n'y a pas une valeur qui est plus juste qu'une autre, c'est qu'on essaye simplement de faire les choses qui passent le mieux, avec le plus de résolution possible, mais comme il existe énormément, je vous avais dit, de centaines de résolutions différentes sur les téléphones, prenez les Samsung, les iPhones, les Sony, enfin voilà, tous les types de marques, tous les types de téléphones, de tablettes, de phablettes, de PC, tous les écrans, d'ordinateurs, tout ça, on a vraiment de tout en résolution. Je vous dis, ça va de moins de 200 pixels pour des tout petits écrans à plus de 2000 pixels, enfin on a vraiment des grosses résolutions. Donc automatiquement, vous pouvez pas gérer tous les cas, donc il faut essayer d'en gérer un maximum et que ce soit un maximum confortable et agréable au niveau de la navigation de votre site web. Voilà, donc ça je vous l'ai donné juste à titre d'information, à titre de référence, mais de toute façon si un jour vous manipulez des frameworks, vous les retrouverez assez vite. Donc vous saurez pourquoi ces gens ont choisi ces valeurs-là. C'est pas des valeurs qui ont été prises parce que ce sont absolument celles à appliquer partout. C'est juste qu'ils ont fait le choix de ces valeurs-là parce qu'il faut bien en choisir. Mais dans l'idéal, si vous pouvez proposer quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus affiné, en fait, beaucoup plus proche de votre site, et bien encore une fois, le meilleur moyen de le faire, c'est de tester votre site. Et quand vous voyez que ça passe pas, d'accord, que c'est pas très agréable, vous mettez les points de rupture à ces endroits-là et ce sera carrément mieux. D'accord, donc c'est vraiment du sur-mesure, c'est au cas par cas, d'accord. Les points de rupture, dans l'idéal, se font chacun uniquement site par site, d'accord. Ils sont jamais les mêmes d'un site à l'autre, ou alors sauf pour des cas assez, on va dire assez similaires. Voilà, et je vais vous laisser avec ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc c'était pas très compliqué, je pense que par rapport à d'autres vidéos qu'on a vues dernièrement, Flexbox et Grid qui étaient quand même assez complexes, tant il y avait de propriétés à voir et de choses nouvelles à assimiler. Là je pense que c'est assez simple en comparaison des vidéos d'avant, et ça clôture tout simplement notre cours en HTML CSS. Donc pour la prochaine vidéo, parce qu'il y en aura évidemment une petite dernière, je vous ferai comme je le fais habituellement une petite vidéo de conclusion, pour vous dire voilà qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre par la suite, à la suite de ce cours, et voilà vers quoi vous tournez, et qu'est-ce que vous êtes maintenant effectivement capable de faire avec toutes ces vidéos et toutes ces choses que vous avez apprises ici. En tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous dis du coup à bientôt, on se retrouvera de toute façon dans la conclusion, et on aura l'occasion de faire un peu le point sur toutes ces vidéos que vous avez eues jusqu'à présent. Donc c'est 25 séances en HTML, CSS. À bientôt pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.